savez, la jeunesse a été et est et restera toujours à la pointe du combat pour la restauration de la dignité et l'honneur des Africains. Lorsque les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de l'embargo que nous avons qualifié d'injuste, d'illégal, d'inhumain contre notre pays, les jeunes panafricanistes de toutes nationalités confondues, des Ivoiriens, des Congolais, des Sénégalais, ont marché à pied de Dakar à Bamako pour soutenir la transition. Parce que pour eux, c'était une lueur d'espoir qui venait de s'enclencher et certains voulaient l'éteindre. C'est pour une des rares fois les Africains décident de prendre leur sort en main. Il se trouve des chefs d'État qui disent non. Dans la déclaration, nous avons très bien dit au niveau du gouvernement qu'ils sont en mission. Parce que pour ceux qui ont vu ce qui s'est passé au Mali, et la CEDEAO est venue ici plusieurs fois, il n'y avait aucune question. Toutes les questions avaient déjà leur réponse. Ils ont fait plusieurs fois ici. La CEDEAO elle-même, pour la petite histoire, a produit un rapport en 2018, après les élections. Un rapport d'une mission conduite alors par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, en tant que ministre en exercice. La CEDEAO avait demandé alors que le gouvernement n'organise plus des élections sans faire de réformes dans le pays. Parce que la CEDEAO avait parlé avec tous les acteurs. Elle a conclu à cela. Mais de 2018 jusqu'à la chute du régime en 2020, aucune réforme n'a été acceptée. Donc, nous étions surpris que la CEDEAO se braque parce que le président est tombé. Ils ont fait plusieurs allers-retours ici. Moi-même, quand je suis devenu Premier ministre, j'ai reçu une délégation de la CEDEAO. Vous savez, le président de cette mission, qu'est-ce qu'il m'a dit en sortant? Il m'a dit que maintenant que vous êtes devenu Premier ministre, on vous attend au tournant. Il a dit, mais vous ne me verrez pas. Il dit, pourquoi? J'ai dit, moi je ne tourne pas. Donc si vous attendez au tournant, on ne se verra jamais. Bon, on a rigolé, il me dit, mais vous ne changez pas. Parce qu'on les a beaucoup fatigués. Et donc, la jeunesse a toujours été à la pointe du combat. Le président les avait reçus. Ensuite, il y a eu des jeunes qui sont venus du Burkina, d'autres sont devenus de Guinée. En un mot, la jeunesse mettait la pression et encourageait les dirigeants. Parce qu'on sait très bien que les adversaires de l'Afrique indépendante et libre, ils n'ont pas peur des dirigeants. Les dirigeants, on peut se débarrasser d'eux par diverses manières, souvent même en utilisant des proches. Mais les peuples, les gens en ont peur. Et donc la mobilisation des jeunes a été un ferment qui nous a encouragés dans notre action. Et lorsque nous sommes tombés malades, personne ne pensait qu'on allait revenir. Quand j'ai fait 6 semaines, les médecins ont fait un scanner. Ils me disent, monsieur, vous êtes un miraculé. Si quelqu'un d'autre avait fait votre scanner à votre arrivée, si ce n'était pas que c'est nous qui l'avons fait, et on voit le scanner d'aujourd'hui, on allait dire que ce n'était pas vrai. Donc vous êtes un miraculé. Je leur ai dit que ça, c'est le malade qui refuse de mourir. Tout le monde s'est mis à rire. Et dès ma sortie, j'ai dit aux uns aux autres que je suis sorti de cette maladie-là. Grâce à Dieu, grâce aux bénédictions des Maliens.
et de tous les africanistes. Il y a des gens qui étaient malades, des chauffeurs qui ont été paralysés quand ils ont appris que j'étais tombé malade. Parce qu'on leur a dit que j'étais mort. Parce que cette maladie, il y a une certaine radio qui a dit que ceux qui l'ont, sur 100%, il y a 95 qui partent. Les 5 qui viennent, Outema Dafa, il ne peut pas être Premier ministre encore. Mais quand je suis sorti, quand les gens ont vu la photo, il y a des malades qui ont commencé à guérir. Il y a ces messieurs qui étaient paralysés qui ont commencé à conduire, à voir les additions. Et dans tous les coins et recoins du Mali, toutes les mosquées, toutes les églises, toutes les personnes qui ont d'autres religions ont prié pour la sortie du Premier ministre. Et c'était ça qui m'a mis en réalité dehors. La deuxième chose, c'est que pendant que j'étais malade, quand tout le monde pensait que je ne reviendrais pas, je n'ai même pas informé mon cabinet. Personne ne savait, ni mon directeur de cabinet. Seul le président et mon attaché savaient. J'ai dit à l'attaché, vous savez, la force d'un attaché, c'est sa discrétion. Tout le monde va vous demander où est le Premier ministre. Vous n'avez pas le droit, il faut dire seulement ça va. Parce que dans l'état actuel, personne ne doit me voir, si ce n'est pas le président ou mes épouses. Parce que le peuple qui compte sur moi, ce peuple a besoin de quelqu'un en qui il a confiance, pas de quelqu'un dont il a pitié. La pitié, là, c'est pour les parents. Mais la population malienne et africaine ont besoin de quelqu'un de confiance. J'ai dit donc, dans l'état où je suis, ce n'est pas la peine de chercher à me voir. Deuxième chose, troisième, disons, le président m'a envoyé un message. Il m'a dit que je ne sais pas combien de temps vous allez faire. Il y a beaucoup de sollicitations, mais nous avons décidé que tant que vous êtes vivant, le poste-là ne sera pas occupé. Ça va vous attendre. Une semaine après, le ministre de la Défense, dont j'ai signé l'ordre de mission sur Moscou, la veille de ma maladie, il est revenu de Moscou. Il est allé me voir. À ce moment, je ne comprenais pas beaucoup. Il m'a dit que sa mission s'est bien passée. Il m'a dit la deuxième chose, il est venu confirmer ce que le président a dit. Le président l'a chargé d'aller de me le dire. Ce jour-là, arrêtez-moi, mais je me suis dit, je ne vais pas mourir. Ça veut dire que ces gens-là, ils m'attendent. Et les Maliens aussi m'attendent. Un jour, mon médecin m'a laissé vers 20 h. Je l'ai prié à cause de me laisser me reposer. Je suis un malade très discipliné, mais il faut me laisser. Il ne faut plus qu'on me réveille à 6 h. Parce qu'il y a un protocole à 6 h, tel médicament, à 7 h. J'ai dit de me laisser dormir jusqu'à ce que je me réveille de moi-même. Et le docteur a instruit ça. Même lui, quand il vient, il regarde un peu, s'il voit que je dors, il n'ouvre même pas. Et un jour, ça c'est le jour le plus difficile, quand j'ai dit au médecin de me laisser, c'est une dame, elle m'a dit, Monsieur Maïga, je crois que dans 2 jours ça va aller, peut-être même dès demain. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Tout le monde pensait qu'avant le matin, c'était fini. Vers le petit matin, ça a commencé à aller, j'ai pu dormir. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, ma santé s'améliore de jour en jour. Quand elle est revenue, je lui ai demandé, mais madame, c'est votre sens de femme
ou bien votre expérience de médecin qui vous a fait dire ça? Parce qu'elle m'a dit ça un mercredi soir. Et le jeudi matin, j'ai commencé à être un homme normal. Elle n'a jamais répondu jusqu'ici. Parce que vous savez, les femmes sont très discrètes. Et c'est pour cela que depuis que je suis sorti, je me suis dit qu'il faut tout faire pour ne pas décevoir les Maliens. Il faut tout faire pour ne pas décevoir ces militaires-là. Parce que vous savez, le soutien moral compte beaucoup. Et je me suis dit que notre équipe tient parce qu'on est ensemble. Il faut tout faire pour ne pas qu'on nous sépare. Si vous avez remarqué depuis 2 ans, tous ceux qui sont contre la transition, leur effort c'est de nous séparer, les militaires et moi. Et moi j'ai dit que je vais accepter tout pour qu'on reste ensemble. Parce qu'une séparation va être un drame pour le Mali. Vous savez, l'Afrique, toutes les grandes choses, tous les grands leaders, nous on n'aime pas l'Afrique plus que les gens qui nous ont précédés dans les années 60. C'est parce que les gens ne se sont pas entendus. C'est parce que c'est pourquoi moi j'ai décidé qu'à Cotonou Wantala, on a tenu bon. Tout ce que je vois qui peut déranger la transition, n'est pas tout. Parce que j'ai une grande responsabilité dans la réussite de la transition. Plus de 40 ans de lutte politique qui a abouti à cette situation qui est ma conviction. J'ai écrit avant le 18 août, donc mes convictions étaient établies de longue date. C'est Dieu qui a fait que nos chemins se sont croisés. Et ces jeunes-là, j'ai dit que monebo deundedu, una nanga monebo malla. Et l'avenir du Mali, c'est pour eux. Notre génération, on a l'avenir, d'après les hommes politiques, on a notre avenir derrière nous. Celui qui a près de 70 ans, Moundé Torah. Ce qui reste, en tout cas, ça ne vaut pas ce qui est passé. Mais eux, ils ont 30, 40, 50 ans devant eux. Il faut les aider à préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est pour vous, les jeunes. Dans 15, 20, 30, 40 ans, c'est vous qui allez tenir le pays. Il faut qu'on vous remette un pays debout. Un pays qui court dans la tête du peloton des nations. En ce moment, c'est votre travail. Créer les conditions d'égalité des chances pour les Africains. Parce que souvent, c'est le manque d'égalité des chances. Et par-dessus tout, connaître votre histoire. Actuellement, la plupart de mes interventions dans les cérémonies, je réserve une bonne partie pour l'histoire. Parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Et les autres, ça les arrange. On ne connaît que ce qu'on voit. Or, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Tout ce qui se fait aujourd'hui, ça se faisait il y a 100, 200 ans. Mais sous d'autres appellations. Avant, ça s'appelait la mission civilisatrice. Ensuite, c'est devenu les indépendances. Ensuite, c'est devenu la démocratie. Aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais la finalité, c'est la même. C'est dominer les Africains. C'est la même chose. Aujourd'hui, pour discréditer un président, on dit qu'il ne peut pas lutter contre le terrorisme. Et on fait toutes les conditions pour qu'il y ait un assez, pour qu'il y ait un décès. Avant eux, quand on veut, on dit que c'est un dictateur. Alors qu'eux, ils ont travaillé avec ce dictateur-là. J'ai donné l'exemple tout de suite à des militaires. Mobutu, on l'appelait que le dictateur Mobutu. Mais dans les années 70, vous, ceux qui sont un peu plus âgés, c'était la plaque tournante de toute la politique de l'Occident en Afrique centrale. C'était un grand héros. Quand il a été aux Nations Unies pour dénoncer ce qui se fait dans son pays, les guerres provoquées, les rébellions, d'autres se sont levés pour dire qu'ils ne sont plus d'accord qu'on baisse les prix des matières premières unilatéralement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés. Comme les prix se fixent chez eux, ils ont baissé les prix. Donc un gouvernement qui avait 100 milliards, il se retrouve avec 30 milliards.
La population, c'est la même. Elle augmente vertigineusement. Au Mali, à l'indépendance, on était 4 millions. Aujourd'hui, on est 21, 22 millions. Les hommes augmentent. Les besoins en nourriture, en santé, en éducation augmentent. Or, les revenus des États sont divisés par 3. Donc, les jeunes se révoltent, ils ne sont pas d'accord. L'intelligentsia se lève. Le président, on commence à l'appeler le dictateur. Et on dit aux gens, il faut qu'ils partent. La démocratie va résoudre tous ces problèmes. Ils étaient corrompus. Or, l'argent de la corruption, si il y en a, c'est gardé chez eux. Le président part, un autre vient, oui, c'est un président démocratiquement élu, même s'il est élu par une personne. Vous savez, au Mali, il y a un député qui a été élu avec 80% des suffrages. En 92. Vous savez combien de gens ont voté pour lui? 5 personnes ont voté. Et il a eu 4 votants. Donc il a eu 80% des suffrages. Il est venu à l'Assemblée voter des lois au nom des Maliens. Donc on a mis des institutions comme ça. Des présidents, par exemple au Mali en 1994, ce qui bloquait les difficultés entre les gouvernements et les étudiants de l'hyper, c'était 300 millions. Le gouvernement n'a pas trouvé. Mais à la même année, on a trouvé des dizaines de milliards, près de 800 millions dans la propagande. Dans les journaux en France, les grandes revues. On a acheté des véhicules de luxe pour les ministres la même année. Mais on a perdu l'année scolaire, c'est toute une génération a été sacrifiée. Ensuite, on a commencé à avoir peur des élèves. Au lieu que ce soit les élèves qui ont peur des enseignants, c'est l'inverse. C'est les élèves qui décident, quand il y a les vacances, on doit se stresser. Un enseignant qui ose hausser le ton, on lui règle les comptes. Finalement, c'est une inversion des valeurs. Petit à petit, le désordre, la corruption, ça a gangréné tout. Et finalement, ça a atteint l'habitude de défense. Et le pays ne pouvait plus se défendre. Donc, on provoque des rébellions. Le gouvernement est faible. Ça se transforme en terrorisme. Le terrorisme quitte le Mali. Avant, tout le monde pensait que c'est le Mali. C'est arrivé au Burkina, c'est arrivé au Niger, c'est arrivé au Sud. Au bout de 30-50 ans, c'est partout. Et il n'y a plus d'État. En ce moment, on va appeler à l'aide étrangère. Ils vont venir. Et on va dire, alhamdulillah, on en a un demain. Quand ils viennent, nous-mêmes, on va aller chez eux. Ils vont nous rediviser, redessiner les frontières comme ils veulent. Donc l'union à laquelle vous espérez là, ils vont tout faire pour l'empêcher. Et ils vont utiliser les Africains pour ça. Pendant que vous êtes en guerre en train de vous tuer, les multinationales vont venir, vont mettre des pompes, le pétrole, l'uranium, le gaz, l'or. Chez eux, c'est la paix. Vous pouvez vous tuer. C'est ça le sort qui est réservé à l'Afrique. Et la jeunesse malienne, la jeunesse africaine, avec votre marche et d'autres, s'est levée, elle dit non. C'est la première fois que les Africains ont osé aller à la tribune des Nations Unies défier ce qu'ils appellent la communauté internationale. C'est le Mali qui l'a fait. Quand on l'a fait là-bas, mais cette année, tout le monde s'est levé. Tout le monde est allé frapper. Et il y a un vieux Zerma qui m'a dit que il y a un monsieur qui était couché, il avait une couverture sur lui. Le Mali est venu, il a enlevé la couverture. Chacun a pris son fouet. On l'a vu, ni là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à gauche. Mais c'est le Mali qui a commencé. Mais le Mali a commencé grâce au peuple. Parce qu'en partant là-bas, on n'a pas eu des instructions. C'est le président qui nous a placé leur confiance. Et il nous a dit d'aller dire ce que les Maliens veulent, ce que les Maliens sentent. Et aujourd'hui, si vous faites tout pour qu'on soit avec la Guinée, je crois qu'il faut continuer cette pression. Les organisations comme les vôtres, même si elles n'existaient pas, il fallait les créer. Parce que c'est ça qui fera que, même quand nous on quitte la scène, parce que quand tu diriges, tu n'es pas venu, on a remplacé, certains d'autres vont vous remplacer.
ceux qui viendront, ils vont trouver les traces de ce que vous avez fait. Il ne peut pas reculer. Vous pouvez ne pas avoir des résultats tout de suite, mais ne reculez jamais. Vous savez, le Mali et la Guinée, beaucoup ne savaient pas. À la veille du décès de Sékou Touré, ils voulaient coûte que coûte qu'il y ait une fédération. Tous les documents étaient prêts. Il était d'accord d'être vice-président du Mali et Moussa Traoré président. Vice-président de la fédération et Moussa Traoré président. Tout était prêt. Mais il y a des gens dans les réseaux qui ont fait traîner. Ah, celui-là, il est capricieux, faites attention. Il était très, très déçu de la lenteur. Entre-temps, il est tombé malade et il est mort. Beaucoup de Maliens ne savent pas ça. Même récemment, j'ai dit aux autorités, si on fouille dans les documents des affaires étrangères, et les anciens documents de l'IDP, on va les trouver. Vous entendez souvent les gens dire, le Mali et la Guinée, c'est deux poumons du même corps. Beaucoup ne savent même pas qui a dit ça. Le premier qui a dit ça, c'est Moussa Traoré, dans les années 70. Mais on n'en parle pas. Il y en a qui le disent, ils ne savent même pas d'où ça vient. Quand la Guinée a été attaquée dans les années 70 par des mercenaires, c'est des avions maliens qui ont survolé Conakry. Les terroristes ont paniqué. Sékou Touré a pu en attraper beaucoup. Et ils ont réglé les comptes. Et depuis le changement de régime, certainement qu'il y a des orientations stratégiques différentes, mais les deux présidents sont en contact. Mais ce qui est plus important, c'est que les peuples sont en avance sur les dirigeants. Les peuples voudraient plus que ça. Mais les dirigeants doivent être réalistes. Vous savez, avec mon homologue du Burkina, quand il m'a invité, on a parlé de cette question. Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, nos devanciers à l'indépendance ont voulu faire une fédération. Il y avait la fédération Haute-Volta, Mali, Sénégal. Ensuite, il y a une autre avenue. Il faut qu'on se pose la question. Pourquoi ça a échoué? Pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes pièges. C'est des arguments qu'on va ajouter à ce qu'on fait. Ça demande une bonne réflexion. Au moment où vous dites que vous faites quelque chose, il faut être sûr que c'est fait. Parce qu'il y en a qui vont tout faire pour saboter. Vous amenez votre couscous, vous mettez la sauce, vous voulez manger, ils viennent avec un sac de sable, ils versent là-dedans. Et ceux qui ont les dents les plus solides là, ils vont mettre du gravier. Donc, vous ne mangerez pas votre plat. Nous, aujourd'hui, nous devons bien réfléchir pour que ce qu'on décide soit irréversible. Parce qu'on a la chance d'avoir un niveau d'instruction plus élevé. Les autres, c'était des postiers, des instituteurs, des commis d'administration. Aujourd'hui, les gens ont des doctorats d'État. Ils ont une analyse plus dialectique, plus politique, plus historique. Nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs. Mais les peuples sont en train de travailler. Aujourd'hui, le Niger s'est joint par la force du peuple au mouvement. Et si les jeunesses de ces pays, chacun chez lui, fait ce que vous faites, les dirigeants n'auront d'autre choix que suivre. Et ceux qui veulent casser, il faut continuer à les combattre. Vous avez la fédération du Mali, le même jour où c'est cassé, le général de Gaulle a convié Modibo Keïta et Dia à Paris. Modibo Keïta a dit qu'il ne peut pas partir dans ces conditions. Mais quand il est venu au Mali, les choses sont installées, il est allé en France. Pourquoi? Parce que pour eux, ce sont leurs élèves. Ça, c'est terminé. Récemment, quand notre président venait de la Russie, il y a un grand pays qui voulait qu'il fasse escale chez eux. Vous allez le monter à la télé. Notre président a dit non. J'ai quitté le Mali pour la Russie, je quitte la Russie pour le Mali. Si je dois venir chez vous, on organise un autre voyage, mais pas comme ça. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Donc petit à petit, il faut grignoter notre souveraineté, notre indépendance, notre fierté nationale, que personne ne se hasarde à nous minimiser. Et c'est pourquoi notre président a fixé 3 objectifs. Vous voulez coopérer avec le Mali, il faut que vous respectiez les 3 conditions définies. Respecter la souveraineté du Mali,
et respecter son choix stratégique et des partenaires stratégiques et respecter ses intérêts. À ces conditions, on peut travailler avec tout le monde. Et d'ailleurs, tous les États sérieux marchent comme ça. Mais les autres nous regardent d'en haut. J'ai expliqué récemment que le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, quand le ministre des Affaires étrangères de Russie est venu ici en février 2023 et est allé en Afrique du Sud, il s'est permis de dire « Oh oui, les Africains, c'est des cibles molles, c'est des cibles faciles, on peut vite bien les manipuler. » Et c'est ça qu'il pense en réalité. Ce n'est que quand les renversements des régimes se sont multipliés, quand celui du Gabon a changé, qu'il a réuni les militaires de l'Union européenne pour leur dire « Nous ne comprenons pas les Africains. Nous avons des intérêts. Approchons-les pour mieux comprendre ce qui se passe chez nous. » Il dit « Mais ce monsieur-là, il s'est réveillé à midi. Nous, on est sur pied depuis 7h30. Il vient venir nous dire que nous, on s'est réveillé trop tôt. C'est lui qui est en retard. Vous vous attendez qu'il y ait 4-5 coups d'État pour dire que il faut aller comprendre. Mais il faut chercher à comprendre avant. Mais pour eux, il n'y a rien à comprendre. Les Africains, là, c'est des êtres inférieurs. Il faut continuer, c'est des cibles molles. On peut les manipuler comme on veut. Il fait un discours. Il dit que l'Europe est un jardin qui est entouré par une jungle. Imaginez-vous, les députés étaient dans la salle. C'est quelques-uns qui se sont protestés pour dire que vous ne devez pas parler comme ça. Mais la majorité n'a rien dit. Peut-être qu'ils pensent comme ça. Voici les gens avec qui on a affaire. C'est pourquoi je dis que notre peuple n'a pas d'ennemi, mais il n'acceptera pas qu'on lui marche sur les pieds. Et pour réussir ça, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas des dirigeants qui ont peur, c'est de vous. C'est du peuple qui ont peur. Continuez à vous mobiliser. Ne vous découragez pas. Les difficultés, vous allez en rencontrer. Chaque fois qu'on veut faire les grandes choses, on les fait toujours dans la difficulté. C'est vraiment ce que je voulais vous dire.